Oh my god! Oh my god! Oh my god! Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau. Je n'ai pas l'arrogance et la prétention de pouvoir tout dire, hein, mais je vais suffisamment en dire pour avoir un chapitre complet concernant l'eau. On va commencer par l'eau, la définition et l'importance qu'elle a dans notre corps, dans notre organisme. Alors l'eau est un nutriment, c'est le nutriment le plus important de notre organisme. Beaucoup de gens ne le considèrent pas comme un nutriment essentiel, au même titre que les 3 macronutriments, je rappelle glucides, protéines et lipides, mais il n'empêche que il représente pour un adulte 60% de son poids corporel. L'eau constitue un milieu où toutes les réactions chimiques vont avoir lieu. Il faut savoir que sans eau, eh bien en une semaine, l'être humain peut mourir. Sans eau et sans aucun autre liquide. Il nous faut beaucoup d'eau pour pouvoir avoir de l'énergie et de l'endurance. L'eau, eh bien nous pouvons l'avoir lorsque nous buvons de l'eau pure, lorsque nous buvons différentes boissons, telles que le lait, les cafés, les thés, les jus de fruits, donc ces différents breuvages, et nous avons bien sûr de l'eau à travers les aliments que nous ingérons, les fruits, les légumes et les viandes. Donc comme je l'ai dit, elle participe à énormément de réactions chimiques dans le corps, elle participe à tous les processus métaboliques, elle assure le transport des nutriments dans l'organisme, elle assure l'élimination des déchets via les selles, les urines, la sueur, la respiration. Et elle est l'un des constituants du fluide qui permet de lubrifier les articulations et ainsi de préserver la mobilité. Elle permet aussi d'être comme un thermorégulateur lorsque nous transpirons, que nous sommes en sueur, partant de chaleur ou d'humidité ou bien quand nous faisons du sport. Elle permet, tel un liquide de refroidissement, de baisser la température du corps et du sang. Donc effectivement, plus la sueur s'évapore et plus la température du corps et du sang diminue, se refroidissent. Eh bien, si cela n'était pas le cas, eh bien, nous aurions un véritable choc thermique provoqué par notre propre température corporelle. Et ça serait vraiment très dangereux pour nous. En général, quand nous ingérons des aliments ou quand nous buvons des breuvages, ça correspond, donc je répète, à travers les aliments tels que les viandes, les légumes, les fruits, les jus de fruits, les laits, etc. Eh bien, cela va nous délivrer environ 4 tasses par jour. Il faudra les compléter avec de l'eau pure, c'est essentiel, à raison de 8 à 10 tasses minimum par jour. Ce qui signifie à peu près 1 litre d'eau pour 1000 calories, voire plus si on a effectué un effort intense par rapport à une activité physique, par rapport à du sport. Alors bien sûr, je donne ces chiffres, mais il faut toujours prendre en considération sa taille, le degré de l'intensité de son activité physique et bien sûr les apports en eau seront d'autant plus grands qu'on se sera dépensé. Il faut prendre en compte tout ceci parce que on peut perdre 1 litre de sueur par heure et même certains footballeurs 2 litres de sueur, de transpiration par heure. On peut répondre à une des questions. L'eau fait-elle maigrir? Peut-on perdre de la graisse avec de l'eau? Oui, boire plus que nécessaire peut nous permettre de rester mince. Comme nous le savons, les reins permettent l'élimination des déchets et ils ont besoin d'un apport suffisant en eau pour accomplir leur travail de filtration des déchets corporels. Que se passe-t-il si nous ne buvons pas assez? Eh bien, les reins ne vont pas pouvoir assurer leur travail. Et cette tâche, eh bien les reins vont faire appel au foie pour lui dire « Écoute gars, j'ai pas assez d'eau, aide-moi parce que je ne peux pas éliminer ». Je rappelle que le foie, il a de nombreuses fonctions et une de ces nombreuses fonctions sont de mobiliser les graisses de réserve
afin de les utiliser comme source d'énergie. Donc le problème c'est que les reins sollicitent le foie, mais lui, bon bah il peut plus tout faire. Donc sa fonction de brûler les graisses, eh ben il va pas pouvoir le faire. C'est à ce moment-là que la perte de poids, elle sera compromise. Question, quels sont les signes avant-coureurs qui nous préviennent que nous connaissons, que nous avons une déshydratation? Alors, si on a les premiers symptômes d'une fatigue intense, si nous avons une migraine, des étourdissements, un manque une difficulté à apprendre, à mémoriser, si notre urine est sombre et a une odeur assez forte, si on supporte pas trop la chaleur, si on a une perte d'appétit, si on connaît une brûlure à l'estomac, si on a une voix rauque, une toux sèche, un mal de gorge, et bien sûr pour le sportif, si il connaît des crampes musculaires, et les non-sportifs aussi, par rapport à la montée d'acide lactique, eh bien cela peut nous signaler que nous avons une déshydratation. Alors, il faut faire super gaffe, c'est très très dangereux la déshydratation parce qu'elle est cumulative. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, notre corps ne peut pas se réhydrater tout seul. C'est-à-dire que si, de manière consécutive, on ne compense pas ces pertes de plus en plus accrues et puis ajoutées les unes les autres qui se suivent, eh bien, nous serons de plus en plus déshydratés. Et nous commencerons à souffrir de ces premiers symptômes que je viens d'énumérer, qui sont un peu gentils, parce qu'après, on connaît d'autres symptômes que je ne vais pas énumérer là, mais beaucoup plus dangereux. Autre question, peut-on boire lors d'un repas? On me pose souvent cette question en tant que coach sportive. Donc, le mieux, lors d'un repas, c'est... Alors, j'ai des collègues qui préconise 1 à 2 verres maximum par repas d'eau, ainsi que le café à la fin autorisé. Donc ça c'est à voir parce qu'un café normalement à la fin d'un repas, surtout pour un végétarien, la caféine annihile le fer ingéré lors d'un repas. On en reparlera plus tard. 2 verres, moi je suis plutôt pour 1 verre d'eau max à table. Et si vous buvez par petites gorgées tout le long de votre repas, depuis l'entrée jusqu'au dessert, et ensuite là on verra aussi, mais pas dans cette vidéo, 1 verre d'eau suffit afin de ne pas trop diluer les sucs digestifs et que votre digestion se passe au mieux. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre 1 verre d'eau 30 minutes avant le repas afin de faciliter la digestion. Donc ça vous pouvez le faire, mais pour moi, après voyez selon vos besoins. Donc j'ai mes collègues qui peuvent dire 2 verres max. Moi, je préconise plutôt 1 verre d'eau et puis entre les repas, vous pouvez boire à volonté de l'eau. Autre question, peut-on boire de l'eau gazeuse? Ça, je l'avais déjà dit lors d'une vidéo concernant les intestins et les prébiotiques, plus précisément. Donc là, je vais y répondre, voilà, je prends le temps de vous répondre. Eh bien, oui et non. Alors oui, on peut boire de l'eau gazeuse parce que pour ceux qui ont du mal à boire de l'eau plate, eh bien effectivement, on peut boire de l'eau gazeuse. Ça permet à une personne qui n'aime pas boire de l'eau et qui la préfère gazeuse, eh bien au moins elle boit parce qu'on a vu que l'hydratation est primordiale pour notre santé. Alors, certains de mes confrères, c'est rare, mais préconisent l'eau gazeuse pour les sportifs qui leur disent pendant des séries ou pendant un effort en sport, ils peuvent boire de l'eau gazeuse car ça permet une meilleure hydratation pour les muscles, les cellules. On a peut-être d'autres recherches scientifiques. Moi, je me plie sur d'autres recherches, sur d'autres données. Pour moi, effectivement, parce qu'il y a certaines eaux gazeuses. Alors, les eaux gazeuses, elles sont riches. Si on prend par exemple Vichy Célestin et Ceinture, elles sont plus fortes en sodium. Si on prend l'eau gazeuse Rosana, elle est riche en magnésium. Si on prend les eaux telles que Quesac, San Pellegrino et Badois, elles sont riches en calcium et en magnésium. Donc effectivement, il y a une richesse minérale. On va suivre tout à l'heure, là, je répondrai notamment pour le sport, les besoins en électrolytes et ioniques. Ça, je le définis juste tout à l'heure, là, ça suit.
Donc ça, c'est intéressant. Mais alors là, dans ces cas-là, il vaut mieux boire après l'effort physique, mais surtout pas avant et pendant, car sinon il va y avoir vraiment un problème digestif lorsque vous faites un effort physique, un entraînement ou bien même en compétition. Donc il vaut mieux prendre après. D'ailleurs, il y a beaucoup de sportifs pour faire le plein de glycogène. Quand ils ont fait un effort intense pendant des heures et des heures de sport, eh bien, ils vont prendre une canette d'un soda connu, selon leur préférence, et ils vont la boire parce qu'ils vont faire un plein de sucre pour le glycogène, à base de glucose, à base de maltodextrine, à base de fructose, et ils vont prendre vraiment cette boisson gazeuse, mais qui ne va pas entraver leur entraînement, leur performance ou pendant la compétition. Après, on dit que comme il y a des eaux qui sont riches en bicarbonate, des eaux gazeuses, effectivement ça prévient de la montée de l'acide lactique qui va provoquer des crampes musculaires, et à partir de là, l'eau gazeuse serait bonne. Donc si on veut post-entraînement, post-compétition, post-effort physique, mais encore là, on peut prendre une eau sans gaz carbonique, parce que là on parle vraiment d'une eau gazeuse, c'est riche en gaz carbonique, en CO2. Si tu veux prendre cette eau gazeuse riche en bicarbonate pour éliminer plus facilement les déchets après entraînement, tu peux. En tous les cas, il faut être vraiment très à l'écoute de son corps, savoir ce qu'on peut boire, la quantité qu'on peut boire et ce qu'on ne peut pas boire. Tu peux t'essayer à prendre un peu d'eau gazeuse, et surtout pas, donc non aux eaux gazeuses aromatisées, parce que le plus souvent elles contiennent du sucre, que ce soit du fructose ou du saccharose. Ceux qui ont des problèmes de diabète ou qui doivent surveiller leur taux de sucre, et puis en général on est tous concernés par ce sujet, donc voilà, mieux vaut éviter les eaux gazeuses aromatisées. Alors non aussi à la prise d'eau gazeuse, si tu as par exemple un problème de brûlure œsophagienne, des gaz intestinaux, des ballonnements, de l'aérophagie, eh bien tu ne prendras pas d'eau gazeuse, car le gaz carbonique, le CO2, eh bien va s'ajouter à déjà la fermentation naturelle que tu as. Et bien sûr, non à l'eau gazeuse pour tous ceux qui ont subi une chirurgie bariatrique et qui a diminué la taille de l'estomac. Et bien là, on va éviter l'eau gazeuse qui a une tendance à faire gonfler l'estomac. Et en fait, ça va nuire à une prise alimentaire naturelle de l'individu qui s'est fait opérer. Donc la personne mangera moins, et en cela, elle pourra avoir un déficit des nutriments essentiels. Donc il ne faudra pas prendre cette eau-là gazeuse pour pouvoir privilégier l'alimentation déjà moindre qu'elle va ingérer, privilégier les aliments et son alimentation plutôt que de prendre une eau gazeuse qui va complètement lui faire enfler l'estomac. La question qui vient aussi souvent, c'est peut-on boire de l'eau en bouteille ? Alors déjà, première définition, dans les eaux en bouteille, on va essayer de se repérer. Il existe l'eau de source qui est tirée des nappes souterraines. Ensuite, il existe l'eau minérale qui provient de réserves situées sous des formations rocheuses. Donc elle est vraiment intéressante parce qu'elle renferme d'innombrables minéraux dont le corps peut avoir besoin. Ensuite, il y a l'eau de table qui provient des couches aquifères. Alors il faut savoir quand même que ces trois variétés que je viens de nommer, là, elles peuvent quand même contenir encore des contaminants. Et ça, je vais préciser encore tout à l'heure. Il vient aussi l'eau distillée. Donc elle, c'est une eau qui a été distillée par vaporisation. Et puis ensuite, elle a été condensée, mais elle ne contient aucun minéral. Donc une fois qu'on a fait le point sur ces différentes eaux existantes en bouteille, donc on fera le choix selon ce qu'on veut, mais je dis non d'abord pour les eaux en bouteille parce que déjà, par rapport à ce que nous vivons écologiquement, là, on est en octobre 2022, je situe donc ma vidéo. Pour tous ceux et toutes celles qui vont la voir là, dans les jours à venir ou dans les années à venir. Et effectivement, la question écologique est primordiale. Donc toutes ces bouteilles en plastique que nous utilisons, la Terre n'est pas une poubelle. Donc quand on a une conscience écologique, et là c'est vraiment une nécessité de ce que nous vivons actuellement, les eaux en bouteille, c'est vraiment pas idéal du point de vue écologique, on est d'accord. Ensuite, non par rapport à la contamination des bouteilles en plastique. Donc je vais vous mettre un tableau là, des eaux du plastique même,
des bouteilles. Il existe, là on va s'arrêter sur une échelle de 7 types de plastique dont les bouteilles peuvent avoir été faites. On va voir les bouteilles à privilégier et ceux qu'on ne va pas privilégier, et vous allez voir par vous-même, vous allez constater si c'est judicieux de boire des eaux en bouteille. Donc comme on le voit sur la photo, il y a le cycle PEHD qui signifie le polyéthylène haute densité, c'est un plastique donc à privilégier. Il existe son confrère, le PELD, un polyéthylène basse densité, c'est aussi un plastique à privilégier. Ensuite, il y a le polypropylène, c'est un plastique aussi à privilégier, c'est le PP avec le chiffre 5 au centre. Et ensuite, on arrive au PET, c'est le plus connu, c'est vraiment la plus utilisée dans les bouteilles d'eau, le polyéthylène terephthalate, qui porte le chiffre 1. Il contient du polyéthylène qui peut être un perturbateur endocrinien parce qu'il peut dégager du trioxyde d'antimoine. Il y a le PVC avec le nombre 3 à l'intérieur, c'est le polychlorure de vinyle, ces bouteilles rejettent du chlorure de vinyle. Il y a le polystyrène qui est nommé le PS avec un chiffre 6 à l'intérieur, il s'agit d'un perturbateur endocrinien. Et ensuite il y a ce PC, ce polycarbonate qui est notifié par le chiffre 7 à l'intérieur avec Other en bas, et ces bouteilles elles contiennent du bisphénol A. C'est un des perturbateurs endocriniens les plus répandus. Et parmi cette catégorie 7, il y a des plastiques qui sont un peu moins nocifs que je n'ai pas noté là, comme le 7 Other qui va regrouper des bioplastiques composés à 100% de végétaux, et le 7 PLA, donc à ne pas confondre avec les 7 PC. Vous voyez que nous, ce que nous buvons, en général, c'est le PET, et il peut y avoir des perturbateurs endocriniens à travers ces bouteilles. C'est à vous de voir, et si on veut avoir des minéraux, eh bien on peut faire, et notamment le sportif, on a souvent, moi j'ai un complexe en vitamines et minéraux, avec le taux de pourcentage qui est déjà pour chaque vitamine, pour chaque oligo-élément, tout est déjà mis dans mon comprimé pour mon apport journalier parfait. Donc on peut faire cet apport-là. Pour revenir juste entre parenthèses pour les boissons gazeuses, je vais pas trop parler de ce que je connais pas. Il y a le SodaStream, donc je l'ai pas à la maison, j'ai jamais utilisé. C'est vous faites la boisson gazeuse à la maison comme vous voulez. Et là effectivement vous achetez la machine à un certain prix selon ce que vous choisissez comme marque, comme qualité. Et puis vous achetez les cartouches de CO2, de gaz carbonique. Et puis vous achetez vos bouteilles aussi. Alors soit il y a en plastique, donc c'est un certain budget tout ça, mais c'est vrai que déjà écologiquement, vous achetez plus de bouteilles en plastique du tout, donc c'est quand même pas mal. Et ce qui est préférable, c'est d'acheter des bouteilles en verre qui valent à peu près une quinzaine d'euros. En verre, si vous voulez faire vos SodaStream, c'est mieux qu'en plastique toujours, parce que je vous ai dit, le tableau tout à l'heure là, ça contient toujours des PET, et c'est toujours un problème. Donc budgétiser pour budgétiser, parce que c'est une somme d'argent que vous devez mettre quand même pour ça, avec les cartouches qui font 60 litres uniquement d'eau gazeuse, et ensuite vous devez en racheter. Donc pour les moins chers, ça se situe entre 12 et 13 euros, je crois, ces cartouches de gaz carbonique. Préférez du verre, voilà, vous mettez un peu plus, mais au moins vous avez du verre pour faire vos boissons. Voilà, petite parenthèse fermée, j'enchaîne avec la prochaine question. Peut-on boire de l'eau du robinet ? L'eau de distribution, en général, est bonne dans les villes, dans les villages, mais il est vrai qu'elle peut contenir quand même des contaminants, tels que le plomb, les pesticides et les dérivés chlorés. À ce moment-là, il serait vraiment très intéressant et même nécessaire d'utiliser des purificateurs d'eau pour débarrasser du plomb et des autres contaminants. Alors il y a certains filtres, donc ça vous le connaissez, hein, je ne vais pas nommer les marques, on s'en fout. Il y a certains filtres qui s'attachent au robinet. Il y a certains purificateurs d'eau qui sont autonomes, comme moi je vous avais déjà dans la précédente vidéo là, sur Doit-on compter les calories, je vous avais montré une photo de ma Berkey, c'est un purificateur d'eau avec 2 charbons. Je ferai je pense une vidéo spéciale pour vous présenter celui-là. C'est un certain coût, c'est un certain budget. Donc c'est 2 énormes charbons que tu achètes. Donc moi j'ai acheté tout le kit, comme ça c'était fait. Ça a du budget, 350 €, plus le robinet
Ils t'en offrent en plastique, donc si tu le veux, comme moi j'ai pris en inox, ça a un certain coût aussi. À raison de 60 balles, je crois, 60 euros ou 30, je me souviens plus. Je te dirai ça plus précisément dans la vidéo concernée. Et ces deux charbons, moi ce qui m'a plu, pourquoi j'ai pris cette optique, parce que c'est à 99,9%, ça enlève tout, mais que c'est valable pendant 10 ans. Donc peut-être que j'ai acheté ça 350 euros, c'est une Berkey donc, hein, mais pendant 10 ans, mes charbons sont, je vous montrerai comment les activer à la première utilisation et comment l'activer de manière assez récurrente tous les 3 à 6 mois. Mais pendant 10 ans, j'ai mon purificateur d'eau et finalement, c'est rentable. La dépense que j'ai faite, eh bien, elle est largement liquidée avec le temps. Il y a des purificateurs eh bien, dans une carafe, qui sont déjà mis dans la carafe. Il y a le charbon bichotant, donc ça aussi c'est pas mal, c'est un charbon japonais. Hein. Ensuite, il y a des purificateurs qui sont déjà inclus dans le réseau du système d'adduction de l'eau, c'est-à-dire depuis sa source. Ça a déjà tout été installé jusqu'à l'arrivée de l'eau chez toi ou dans des entreprises. Donc tout ça, c'est pas mal. En pouvant boire l'eau du robinet, mais au moins elle est filtrée et purifiée avant que tu ne la boives. Prochaine question, est-ce que l'eau suffit à elle-même pour les sportifs? Je rappelle, tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait à peu près 8 à 10 tasses au minimum par jour pour un adulte d'eau. Eh bien, il faut savoir que c'est en général, on dit de 1,5 à 2 litres pour un adulte sédentaire d'eau pure à boire par jour. Donc, bien sûr, la prise d'eau va aller en augmentant par rapport à ton activité physique. Entre parenthèses, il faut savoir que le café, la caféine, la théine, l'alcool, sont des boissons qui sont fortement déshydratantes. Donc, il faudra ne pas trop en boire. Et on dit qu'à chaque fois que tu prends un de ces verres-là, que ce soit café, thé ou alcool, tu dois faire suivre par un verre d'eau. Parce qu'ils ont cet effet déshydratant, certes diurétique, c'est-à-dire que tu vas faire beaucoup pipi, mais c'est aussi asséchant pour le cerveau. Et il faudra qu'à chaque verre de café, avant en terrasse on nous faisait ça systématiquement, on nous amenait le café avec le verre d'eau. Mais là, il faut que tu le réclames, ça doit être systématique chez toi de prendre pour chacune de ces boissons un verre d'eau après pour préserver ton hydratation. Alors, pour le sportif, une fois que j'ai fait ce rappel, pour le sportif, oui, l'eau seule, l'eau pure, est suffisante pour le sportif qui fait moins d'une heure ou une heure pile de sport par entraînement. Donc là, l'eau pure, c'est vraiment le meilleur. Pour s'hydrater, cela suffit. Ce qui se passe, c'est que non, l'eau ne suffit plus à elle seule si tu t'entraînes plus d'une heure. Et encore plus si tu fais un sport à haute intensité tel que du triathlon, tel que tous les grands sports qui te demandent énormément. Donc cette eau pure ne suffira plus. En général, même si tu fais 1 heure de sport ou plus, même ceux qui font qu'1 heure, ils peuvent rajouter une pincée de sel et une pincée de sucre. Le sel va permettre au sucre d'aller plus vite dans les muscles et d'être mieux assimilé. Et pour ne pas avoir trop une perte de sodium, tu peux mettre cette pincée de l'ordre de 0,5 à 0,7 grammes par litre d'eau. Et au moins t'assurer que tu ne perds pas trop en électrolytes, je vais expliquer, dans ton sang. Je rappelle quand même que tu peux être déshydraté, c'est-à-dire que plus tu es déshydraté, 1% de déshydratation correspond à 1% de performance en moins. Et plus comme ça, tu vas perdre de l'eau et plus tu vas être moins performant ou avoir moins d'énergie pendant ton entraînement, pendant ta compétition. Donc, il va falloir vraiment s'hydrater. Donc, les électrolytes, qu'est-ce que c'est? Puisque j'en ai parlé à 2-3 reprises. Ce sont des minéraux qui ont une charge positive ou négative lorsqu'ils sont dissous dans l'eau. Les électrolytes sont essentiels à une bonne hydratation. Bien sûr, ils servent à d'autres choses, à d'autres niveaux, mais là, on parle de l'eau et de l'hydratation. Les électrolytes, pour les nommer, on parle de sodium, de potassium, de magnésium, de calcium, de chlorure et de zinc. Ils aident notre organisme à réguler les réactions chimiques et à maintenir l'équilibre entre les fluides à l'intérieur et à l'extérieur des cellules. Les minéraux participent à la contraction et à la relaxation des muscles, les rendant ainsi indispensables pour toutes les performances physiques. Donc avant l'entraînement,
on prend une boisson qui doit être riche en glucides pour favoriser le stock de glycogène et avoir une meilleure rétention de l'eau dans les tissus musculaires. On peut enrichir ça, mais ça on le verra ultérieurement, avec des BCAA, d'acides aminés essentiels, pour pouvoir avoir du punch pendant l'effort. Rappel important à ce stade de la vidéo. Il ne faut pas boire seulement quand on a soif. Il faut boire avant d'avoir soif, c'est une règle majeure. Pendant le sport, tu peux boire toutes les 15 à 20 minutes, ce que tu as envie vraiment selon la soif, parce que ton corps est intelligent et tu vas boire vraiment l'eau nécessaire que tu as perdu les 15-20 minutes. Et si tu fais par exemple de la muscu, entre chaque série, moi je sais qu'entre chaque série systématiquement, mais c'est naturel, je bois une gorgée. Donc on peut boire en muscu une gorgée entre chaque série. Moi je garde 3 secondes en bouche l'eau avant de l'avaler. Et c'est une nécessité et c'est une bonne habitude d'hydratation. Pour être plus précise, pour donner des chiffres, les besoins en eau, si on prend un adulte sédentaire, il faut environ 35 grammes d'eau par kilo de poids de corps, ce qui équivaut à peu près à 2,5 litres à 3 litres par jour. Ces 2,5 litres, 3 litres, c'est à peu près, tu bois 1,5 litre avec ta boisson par jour, et les 1 litre restants, eh bien, c'est amené par les aliments et par les breuvages. Par contre, pour le sportif, c'est différent. Les besoins seront toujours plus accrus. C'est à raison de 40 grammes d'eau par kilo de poids de corps par jour, soit 3,1 à 3,5 litres par jour. Pour des conditions normales, parce que tu peux boire encore beaucoup plus, selon le taux de sueur de transpiration que tu as pu émettre. Je reviens sur les électrolytes. Les tissus de l'organisme renferment des liquides tant à l'intérieur des cellules qu'à l'extérieur des cellules. Et là, on va employer les adjectifs intracellulaires, intérieur des cellules, extracellulaires, tous les tissus, donc en dehors des cellules. Ces électrolytes minéraux, qui sont porteurs de charges électriques, dits aussi ions, ils sont dissous dans ces deux milieux, dans ces deux compartiments, intracellulaire et extracellulaire. En fait, ils agissent ensemble, ils agissent de concert pour régler les mouvements hydriques de part et d'autre de la membrane. Pour ne retenir que l'essentiel, les principaux électrolytes sont le sodium et le potassium. Le sodium, lui, il règle l'équilibre des cellules extracellulaires. Le potassium, il se charge du même rôle, mais intracellulaire, dans les tissus. En général, l'alimentation suffit à avoir sa ration de sodium. Il faut savoir qu'une ration normale de sodium, c'est pour le minimum à 500 mg par jour et au max à 2400 mg par jour. Donc normalement, la ration alimentaire suffit à avoir son apport en sodium. Mais comme je l'ai dit lors d'entraînement, on peut rajouter cette pincée de sel en plus dans notre eau. Le potassium, lui, à l'inverse du sodium, l'organisme ne le conserve pas très bien. Donc je rappelle, le potassium, en fait, il permet de régler l'équilibre hydrique et lui, vraiment, il agit à l'intérieur des cellules. Il permet le maintien d'un rythme cardiaque régulier. Donc il participe à la contraction musculaire, il contrôle la pression artérielle et il aide au transfert des nutriments dans les cellules. Donc, comme l'organisme, le corps n'arrive pas trop bien à le conserver, il faut vraiment s'assurer d'avoir un bon apport à travers notre alimentation, d'avoir la bonne ration de potassium. Et ce qu'il faut en général, la ration, c'est vraiment d'avoir un apport de 1600 à 2000 mg de potassium par jour. Et enfin, dernière question, à quelle température doit-on boire de l'eau ? Systématiquement, le réflexe qu'on a, c'est quand il fait chaud, vraiment quand on n'en peut plus, qu'on est en sueur, on est en nage, eh bien on a tendance à prendre de l'eau glacée, à la boire. Mais ça peut vraiment provoquer un inconfort digestif, et encore plus pour le sportif. Donc il est vraiment conseillé de boire à température ambiante, surtout pour quelqu'un qui pratique une activité physique intense. De même que tout public. C'est pareil. Si tu prends un liquide trop chaud, trop bouillant, ça va provoquer une irritation du tube digestif. D'ailleurs, je crois qu'il y avait cette histoire en Chine. Ceux qui buvaient le thé trop bouillant, eh bien, ils ont eu un cancer de l'œsophage. Donc, ça vraiment, il y a une irritation du tube digestif si tu bois trop chaud. Si tu bois trop glacé, ça perturbe le fonctionnement de la vésicule biliaire et de l'intestin.
Après, il y a certaines personnes qui, quand elles boivent glacé, elles ont la diarrhée. Ça peut leur provoquer des phénomènes d'hypermobilité colique, hein, donc cette diarrhée. Et c'est sûr que c'est pas agréable. C'est pour ça que je dis qu'il faut résister à la tentation de boire glacé en été. Alors tu me diras, bah alors on boit quoi, Myriam? Eh bien la température idéale se situerait entre 8 degrés et 15 degrés, à une température ambiante. Car la vidange de l'estomac se fait plus rapidement à basse température. Il faut boire frais, entre 8 et 15 degrés, mais pas glacé. Voilà, c'est fini pour moi aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez me faire des commentaires, des choses que je n'ai pas dites, bien évidemment, les gars. Mais ça me semblait en résumé l'essentiel à dire. J'espère que j'ai répondu à certaines questions que tu pouvais te poser ou t'apprendre certaines choses. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à bientôt et je te souhaite le meilleur. Hello, est-ce que tu me vois? Je suis désolée pour ce que j'ai pu faire, mais aujourd'hui je sais que pour toi je n'étais qu'une erreur, qu'une erreur. Bon, allez, on commence, on va la faire, ok?